Merci beaucoup d'organiser cette conférence. Donc j'ai modifié mon titre plusieurs fois, aucun intérêt. Alors, l'idée... Voilà aussi notre institut, d'ailleurs en bas. C'est un endroit charmant auquel je vous invite. Voilà la situation en Europe. Les chiffres datent un peu, mais vous voyez bien. Que l'Allemagne, c'est pas génial, la France, c'est pire. Et ce sont là des résultats qui sont fiables. Et là, je peux vous dire que la réalité est encore pire d'ailleurs que ces résultats. En Allemagne, lorsque nous avons commencé notre étude sur la directive cadre et comment l'appliquer, nous avons commencé à récupérer des informations. C'est comme ça que l'on procède traditionnellement en Allemagne. Nous avons donc commencé à compter dans chaque État fédéral les lacs, un très grand nombre. Après, chacun a sa propre définition de ce qu'est un lac, bien sûr. Phase suivante, nous avons réduit le nombre de lacs qui étaient pertinents et qui rentraient dans le cadre de la directive. Nous n'avons retenu que 750 lacs naturels. Voilà, une zone de plaine, je viens de cette région d'ailleurs, et dans le sud de l'Allemagne également. Dans la région centrale, il y a des montagnes de taille moyenne, il n'y a pas de lacs naturels, il y a des lacs réservoirs et des lacs créés dans le cadre d'activités minières. Alors, le projet de recherche commun a eu lieu entre 2010 et 2016 et visait à identifier la qualité de l'eau dans nos lacs. Le titre du projet, c'était en allemand Nitrolimit. Et l'idée était de voir où la réduction d'azote avait un sens au niveau écologique et était faisable sur le plan économique. Donc, rappelez-vous la situation catastrophique des lacs en Allemagne et en Europe. L'idée était comment atteindre un statut écologique correct et qu'est-ce qui limite la biomasse en phytoplancton? Est-ce que c'est le phosphore ou l'azote? Dans le cadre de ce projet, on s'est concentré sur ces deux éléments. Donc, on a vu que l'azote limite la biomasse de phytoplancton dans de nombreux lacs en Allemagne. Par conséquent, la réduction d'azote fait sens. Une bonne base de données sur les lacs. Donc, des mesures ont été menées sur 560 lacs dans 560 sites de mesure sur 482 lacs et un ensemble d'équipements s'élevant à 6473. Nous avons mesuré la concentration dans les nutriments d'azote et de phosphore, la composition de la biomasse, etc. Alors, qu'avons-nous trouvé? 80% de nos lacs ne sont pas en bon état du point de vue écologique. Donc ici, vous avez le système PSI, qui est un système spécifique à l'Allemagne. L'index de phytoplancton observé au niveau des macrophytes, la situation est la même. Nous avons fait donc la différence entre les lacs quant à leur profondeur et on voit que c'est un résultat important pour les lacs très peu profonds.
Et cela correspond aux résultats que vous avez présentés, c'est-à-dire que les lacs très peu profonds ont de mauvais résultats. Nous avons beaucoup de ce type de lacs, d'ailleurs, dans notre région de plaine. La situation la meilleure concerne les lacs stratifiés de petits bassins versants, ce qui réduit le potentiel d'entrée de nutriments. Alors, quand est-ce que l'on parle de limitation d'azote ou de phosphore? Nous avons fait une analyse statistique et nous l'avons liée à la qualité du statut écologique en fonction du type de lac. Nous avons découvert que la meilleure situation concerne l'azote inorganique dissous qui doit être inférieur à 1,6. Et on se trouve à ce moment-là dans le cadre de la limite en azote. Si c'est supérieur, on se trouve dans le cadre de la limite du phosphore. Nous avons également considéré la concentration absolue. Vous trouvez les chiffres à ce niveau. Pour la limitation en azote, nous n'avons seulement envisagé la situation d'azote inorganique dissous inférieur à 140 microgrammes par litre. Ici, j'ai entendu hier que vous parliez de microgrammes, de milligrammes. Ici, on parle de microgrammes. Et donc, le même type de mesure pour le phosphore doit être inférieur à 25. Donc, voilà la limitation d'azote montre qu'en été, une grande partie des lacs est limitée par l'azote. Et du phosphore est issu des sédiments. Ce qui signifie que, et je parle de l'objectif de l'étude, qu'il y avait un risque élevé de mauvaise qualité de l'eau dans les lacs de rivière et les lacs peu profonds. Également un risque élevé de développement d'une masse cyanobactérienne. Nous avons donc un lac pilote dans notre bassin versant et nous avons choisi d'adopter une approche d'équilibre d'azote pour notre étude de cas. Voilà donc notre bassin versant. Nous nous situons ici. Nous ne sommes pas très loin de Berlin pour comprendre à peu près où nous nous situons. Et notre bassin versant est la moitié de votre bassin versant. Néanmoins, il présente des caractéristiques communes à celles du bassin versant où nous nous trouvons. La moyenne est de 2,1 mètres et le temps moyen de rétention est de 30 jours. En ce qui concerne l'utilisation des terrains, il y a des forêts en vert sombre. En orange, vous voyez l'agriculture et le reste. Donc en ce qui concerne les rejets, la situation n'est pas mauvaise. L'évolution à long terme du statut écologique dans notre lac a commencé à être suivie en 1993 et nous nous situons toujours dans la situation mauvaise ou un peu mauvaise, en rouge et en orange. Il y a eu une amélioration de 50% au niveau du bassin versant, mais il n'y a pas eu un impact sur la qualité de l'eau. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cette mauvaise réponse de réduction des charges en nutriments? Nous avons comparé ce lac avec 4 autres lacs
dans le cadre de notre projet, ils ont fait l'objet d'une étude détaillée et nos conclusions montrent que ici, vous voyez qu'il s'agit d'un lac très peu profond, c'est un lac petit en termes de volume et en termes de durée de rétention, elle est assez faible. En ce qui concerne la charge en azote et en phosphore, vous voyez qu'elle n'est pas si grande, elle est comparable à celle d'autres lacs, mais la réponse de la biomasse phytoplancton est très élevée, 2 fois, 3 fois plus, malgré le fait que la charge en nutriments n'est pas si élevée que ça. La question est donc de savoir pourquoi. Donc, nous avons fait un équilibre en azote pour le lac et nous avons vu la limitation en azote. Est-ce que le lac est une source d'azote et quelle est la relation entre les entrées d'azote d'origine extérieure et la fixation de l'azote et la libération d'ammonium. Alors là, vous voyez l'interaction complexe dans un métabolisme de l'azote. Bon, c'est à titre d'information, on ne va pas rentrer dans les détails. Je suis sûr que vous êtes parfaitement au courant de la situation. Voilà, donc en ce qui concerne la situation, l'équilibre en azote, nous avons géré les entrées et les sorties de l'eau, les rejets et la charge en nutriments. Et nous avons calculé la rétention nette par la sédimentation nette de l'azote. Et cela nous a permis de voir la situation de l'azote dans le lac. Nous avons également essayé de de mesurer tous les processus impliquant l'azote. La quantité d'azote fixée, cela a été calculé par 2 types de méthodes. Puis la libération d'ammonium dans les sédiments. Cela a été calculé grâce à une chambre benthique. Ce que nous avons fait, c'est de mesurer la production primaire d'azote en la comparant avec la situation des eaux pélagiques. La relation entre le carbone et dans l'azote dans le système pour avoir une idée des paramètres variables. Voilà donc les résultats de production d'azote primaire et de chlorophylle A. Voilà les résultats de la situation en termes d'azote du lac Langezay. Donc les entrants sont de l'ordre de 40 tonnes par an. Cela se fait surtout par le biais de l'eau de surface. Nous n'avons pas d'informations sur les eaux souterraines. Néanmoins, les eaux de surface restent la voie dominante pour l'entrée des nutriments. Si on essaie de faire la différence entre les différentes sources, nous voyons que donc l'eau de surface est essentiellement responsable de ces entrées. Les dépôts atmosphériques sont négligeables, peu importants. Un autre résultat est que c'est les rejets d'eau. Typiquement en Europe, il y a un minimum en été.
Mais du point de vue chimique, la charge en azote est dominée par la fraction organique. Ce qui arrive dans nos lacs en été, c'est de l'azote organique, notamment du phytoplancton. Ici, vous voyez les moyennes, toujours entre 2002 et 2014. Les résultats de ce rejet de charges nutriments, ça se traduit par une concentration en azote organique inférieure à 160 microgrammes par litre. C'est une phase où nous avons une limitation en azote tout au long de l'été. Mais la concentration maximale de chlorophylle dans le lac se produit exactement au même moment. Alors, l'idée, c'est est-ce que c'est une source? Est-ce que c'est une source d'azote ou non? Nous voyons que en été, il y a une source de nitrogène, d'azote, pardon, et le reste de l'année, nous avons des résultats négatifs. Et je pense que ce profil, ce type de graphique pourrait se retrouver pour tous les lacs. Maintenant, la deuxième question, quel est le processus? Y a-t-il un cycle annuel en ce qui concerne les entrées d'azote et la réponse du phytoplancton dans le lac? Voilà les moyennes mensuelles de l'azote inorganique dissous rentrant dans le lac. Dans la saison froide, la situation est assez élevée, rien de comparable avec vos lacs, bien sûr. Si l'on continue, on voit la demande en azote des producteurs primaires, la quantité d'azote dont ils ont besoin pour produire cette grande quantité de chlorophylle. Donc les charges d'azote inorganique dissous ne répondent pas à la demande. Donc si maintenant on voit l'ensemble de l'azote organique, on voit qu'au printemps et en hiver, si tout cet azote est disponible pour le phytoplancton, pour les processus de reminéralisation, l'azote répond à la demande. Mais cela n'est pas le cas pendant la période d'été. Nous avons également ajouté l'azote provenant des dépôts atmosphériques. La libération d'ammonium par les sédiments. Tout le monde sait ce que c'est. La quantité est importante, une quantité importante libérée en été. La libération d'ammonium par l'ammonification des matériaux récemment sédimentés. Cela vient des floraisons de printemps et 2-3 mois plus tard, les diatonées sont minéralisés, sont libéralisés à la surface de l'eau et permettent de maintenir une production importante dans les eaux pélagiques malgré la charge en azote supplémentaire. Qu'en est-il de la fixation de l'azote par les cyanobactéries?
C'est un processus que nous avons mesuré, la moyenne en 2014, avec la température in situ. Nous avons également mesuré les valeurs maximum de fixation de l'azote et nous avons découvert que la dépendance de la fixation en azote nous avait fait espérer une meilleure qualité de l'eau et une plus grande transparence, c'est-à-dire une meilleure fixation de l'azote. Voilà, donc fixation de l'azote dans une condition de saturation lumineuse. Et cela couvre assez bien la demande par les producteurs primaires. À titre de conclusion, le lac Langazay, en ce qui concerne la rétention dans le temps de l'azote, je ne suis pas tout à fait au point là-dessus, mais la grande efficacité de la production primaire de phytoplancton, malgré une entrée faible d'azote, est due à recyclage à court terme de matériaux organiques importés et à la modification des déchets dans les eaux pélagiques et les sédiments. Libération d'ammonium des sédiments, c'est la source la plus importante afin de maintenir une biomasse élevée de phytoplancton et la minéralisation rapide de la biomasse morte compense les faibles entrées d'azote inorganique. Donc la fixation d'azote est pertinente en été et stabilise le haut niveau de production primaire de phytoplancton et les cyanobactéries. Et cela contribue à un mauvais statut écologique. En ce qui concerne la gestion, afin d'améliorer la qualité de l'eau, nos résultats montrent que, tout d'abord, la première phase est de réduire l'ensemble des entrées de nutriments sur le plan externe et sur le plan interne. Et la libération d'ammonium à partir des sédiments peut être réduite si et seulement si on fait baisser l'ensemble des entrées d'azote. Deuxième phase, c'est d'améliorer le contrôle biologique du statut trophique. Nous avons une situation assez mauvaise en ce qui concerne les macrophytes. Nous essayons d'améliorer la structure et de donner un coup de pouce au lac, améliorer la qualité de l'eau par un contrôle du haut vers le bas. Beaucoup de personnes ont collaboré à ce projet. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé. Je tiens à vous remercier. Voici les ressources disponibles sur Internet où nous décrivons notre approche d'évaluation des lacs et vous aurez plus d'informations sur le projet Nitrolimite en anglais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte. C'était très sérieux, dit-il en allemand. Des mesures, des données, des informations. Avez-vous des questions? I've got a couple of questions. The first one, what about silicate?
regarding the biology of the catchment area, because it helps the diatomea grow, because if the diatomea doesn't grow, then other species will come. And what is the concentration of nitrogen? And that could limit the input. Is it 2 milligrams, 5, 10? And have you applied the same method to phosphorus? Because I've read many things about phosphorus, and we know the classical opinion about that, but have you tried that? So do you ask for the nutrient concentration in the... Est-ce que vous parlez de la concentration en nutriments dans les apports? Est-ce que vous parlez de la concentration en nutriments dans les apports? Yes, 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 yes. Les concentrations sont similaires à ce que nous avons dans le lac. Elles ne sont pas très élevées. Et la possibilité de réduire ces concentrations n'est pas importante à cause de la politique et de l'agriculture. Nos pratiques agricoles utilisent une plus grande quantité de fertilisants qui contiennent beaucoup d'azote. Et j'ai peu d'espoir quant à la baisse de l'azote apporté dans ces eaux l'année prochaine. Je suis très pessimiste. So at the end of the day, maybe we should drain the lake. I mean, not drain, but I mean, it will be good to recycle nitrate from the sediment if you take the water, or if the water disappears. It's a bit of a provocation to say so, but it would work maybe better. Alors, il s'agirait de... No, the sediment. On pourrait imaginer ça, oui, bien sûr. Mais on n'aura pas de budget pour ça. Et qu'en est-il du silicium? Le silicium dans le lac est assez élevé. Nous avons un gradient dans l'évolution du lac d'une très faible concentration vers une concentration plus élevée. Mais il parle de 4-5 mg par litre. Quelle est la proportion des différents types d'algues, les diathèmes, cyanobactéries, notamment en particulier en été? Quelle est la proportion des différentes espèces de phytoplancton en été? La proportion est entre 60 et 80-90% de l'ensemble du phytoplancton. En été, bien sûr. Et je voudrais également reposer la question sur le phosphore. Est-ce que vous avez mené la même étude sur le phosphore? Donc les sous-phosphates. Et c'était un niveau de concentration très bas. Mais nous pensons que la limitation d'azote en été est beaucoup plus basse parce qu'en été, il y a une libération d'azote. Et le phosphore en été n'est pas si important. Ce n'est pas le cas, par contre, au printemps et à l'automne. Merci, présentation très intéressante. Quelqu'un a proposé de drainer les sédiments et je me demande si vous avez envisagé l'idée de pomper l'oxygène dans le lac afin de faire baisser le processus d'ammonification. C'est bizarre pour moi de voir de l'ammonification en hiver. Quelle est la température
de votre lac. En hiver, je m'attends pas. 2 degrés, 1 degré, bref, entre 1 et 5 degrés. Et qu'en est-il de l'oxygène? L'oxygène fonctionne très bien dans nos lacs, dans les eaux pélagiques. Mais je pense que c'est la même situation ailleurs. C'est un lac très peu profond avec une bonne fourniture en oxygène. La toute dernière question. Est-ce que je suis désolé, j'ai pas compris la question. Quel est le ratio azote-ammonium? Parce que c'est un élément important. Donc, est-ce que... Bon, nous n'avons pas mené de recherche sur le développement du phytoplancton, mais sur la libération du phosphore et du fer. Nous avons vu qu'il y avait une augmentation dans la libération du phosphore. Nous avons donc un gradient qui évolue dans ce lac. Sur la deuxième question que vous avez posée, c'était quoi déjà? La relation entre l'azote et l'ammonium. En été, nous sommes à moins de 100 microgrammes d'ammonium par litre et au laboratoire, lorsque l'on analyse l'ammonium, on ne peut pas respirer et nous avons 20 ou 60 milligrammes. Mais en fait, le ratio est à peu près de 1 pour 1, mais à des niveaux très très bas. 20, 30 microgrammes par litre. C'est quoi? C'est pas grand-chose. Désolé, quelqu'un d'autre a levé la main et donc j'accepte encore une dernière question. A more general system about your approach. In France, we've got thresholds according to the average depth. Is it the same in Germany? In your thresholds, when you compare shallow lakes and deep lakes, do you make a difference regarding thresholds according to the depth? Oui. Il y a un accord en Europe pour la région baltique, pour faire la différence entre pour les lacs de moins de 3 mètres, parce qu'ils ont un autre métabolisme, il y a un échange plus intense des nutriments, et d'autres lacs peu profonds. Je sais qu'il y a des désaccords, je sais que mes collègues britanniques prennent en compte 2 mètres de profondeur pour des lacs peu profonds. Moi, je parle de lacs stratifiés dans ces situations.